Ce soir, mon ambition est de vous entretenir autour d'un seul sujet, à savoir un acte outrancier, un acte blasphématoire, un acte d'apostasie, un acte de mépris de trop, qui en réalité est un crachat sur la figure de l'Afrique. Ce crachat a été projeté par une organisation fortement associée au malheur de l'Afrique. Cette organisation s'appelle l'Union européenne. L'Union européenne est une association d'États, est une organisation d'États européens ayant pour but de défendre les intérêts vitaux des peuples européens dans le monde. Il faut rappeler que cette union est née sur les décombres de la grande alliance coloniale européenne, qui a consisté en 1884-1885 à se partager tout naturellement l'Afrique sans les Africains. Les Européens, connus pour l'art de se battre et de s'entre-déchirer, de s'entretuer pour le moindre lopin de terre, et cela pendant plusieurs siècles, ont eu le nez creux au XIXe siècle de s'entendre pour exploiter l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, pour se partager le monde, comme a chanté Tikenja à l'époque où il avait encore tout son cerveau. L'Union européenne est donc née de l'alliance coloniale des puissances européennes, alliance qui consistait pour elles à accepter de ne plus se faire la guerre sur le territoire européen et à exporter leur guerre en Amérique, exporter leur guerre en Asie, exporter leurs guerres en Afrique. Mais n'oubliez pas que l'alliance coloniale européenne, qui a été mise en place en 1884-1885 en Allemagne, est elle-même basée sur l'alliance négrière raciste européenne, qui à partir du XVIe, XVIIe siècle est mise en place contre les peuples noirs, contre les peuples rouges, contre les peuples jaunes, bref, contre tous les peuples de la terre non européenne. De telle façon que personne ne peut comprendre les 600 dernières années de l'histoire de cette terre s'il n'a pas compris qu'il y a un lien intime entre le racisme négrier, le colonialisme, le néocolonialisme et l'impérialisme. Entre le racisme négrier, le colonialisme, le néocolonialisme et l'impérialisme, il y a un enchaînement logique. Il y a en quelque sorte une génération consécutive. C'est le racisme qui rend possible la traite négrière qui favorise l'avènement de la colonisation qui favorise l'avènement de la néocolonisation qui favorise tout naturellement l'avènement de l'impérial terrorisme, la séquence historique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc, quelle que soit la manière de regarder, les pays qui composent l'Union européenne, ce sont des anciens pays négriers, des pays ouvertement et outrancièrement racistes, grand soutien d'ailleurs du régime raciste de l'apartheid en Afrique du Sud. Ce sont des pays presque tous, sans exception, colonialistes et qui ont accumulé leur richesse primordiale sur le pillage de l'Amérique du Sud, le pillage de l'Asie et le pillage de l'Afrique. Ce sont ces mêmes pays qui se sont rassemblés dans l'Union européenne pour faire bloc. Et il est important que les Africains sachent pourquoi l'Union européenne a été créée. À l'origine, l'Union européenne a été créée pour assurer à l'Europe une autonomie dans le domaine de l'énergie. C'était autour de l'acier, c'était autour du charbon que les Européens se sont rassemblés dans la première moitié du XXe siècle. Mais pourquoi se sont-ils rassemblés autour de la question énergétique? La raison est toute simple, l'Europe est le continent le plus pauvre en ressources naturelles stratégiques, en ressources naturelles énergétiques. Et c'est ce qui explique que l'Europe et l'Amérique occidentale se soient développées par la traite des Indiens, la traite des Latino-Américains, se soient développées par la traite des Noirs, par la colonisation, par la néocolonisation et l'impérialisme. L'Occident politique, qui est un angoissé existentiel originel, a toujours conçu, depuis plus de 600 ans, que pour combler son gap, pour combler son manque naturel et cosmique de matières premières stratégiques et énergétiques, il lui fallait diviser toute la planète pour mieux régner sur elle. Il lui fallait organiser des guerres, des razzias, des rapts, des déportations, organiser des exterminations, afin de se servir des richesses des populations ainsi génocidées, ethnocidées, des populations ainsi exterminées, des populations ainsi esclavagisées. Le monde entier doit comprendre que l'Europe a été construite sur un business plan criminel. Criminel contre l'Amérique originelle, criminel contre l'Amérique latine, criminel contre l'Asie, et alors ultra criminel contre le continent le plus riche du monde, qui se trouve être l'Afrique, notre mère terrestre, d'où je vous parle ce soir. On ne comprendra jamais rien à la psychologie politique de l'occidental si on enlève cette dimension de l'angoisse existentielle, cette dimension de la conscience du manque et de la peur des lendemains.
puisque la terre occidentale ne possède pas de l'or, ne possède pas de manganèse, ne possède pas d'uranium, ne possède pas de coltan, ne possède pas de lithium. Cette terre ne produit pas abondamment de la nourriture, sans avoir besoin d'être fortement stimulée par des engrais. Cette terre ne donne pas spontanément à l'homme ce que ses désirs, ses besoins lui demandent. Une bonne partie, l'écrasante majorité de la classe politique, économique, intellectuelle occidentale, a consacré son intelligence à l'art de diviser le monde pour mieux régner sur le monde, à l'art de s'aimer le chaos partout sur la terre pour y imposer son ordre. C'est un élément fondamental. Oui, Sandra Londieka Léger, cher ami, l'angoisse du pauvre. C'est la maladie ontologique de l'occidental. Voilà pourquoi il économise sur tout, y compris sur ce qui ne lui appartient pas. Voilà pourquoi l'occidental politique est aujourd'hui le plus grand géleur d'avoirs étrangers. C'est le plus grand rasieur, c'est le plus grand voleur, c'est le plus grand pilleur terrestre. L'occidental politique, l'occidental financier, l'occidental militaire, l'occidental industriel, l'occidental banquier est un voleur à main armée. Voilà sa définition. Il a pour cela fabriqué plusieurs institutions internationales à l'allure tout à fait agréable, apparemment belle à voir. On les appelle les IFI, Institutions financières internationales, la Société des Nations, les Nations Unies. Ils ont fabriqué la Cour pénale internationale, la Cour internationale de justice. Ils ont même fabriqué quelque chose qu'ils ont appelé, depuis le moment westphalien, le droit international. Mais ils ont veillé systématiquement à arnaquer tous les autres continents, en appliquant dans tous ces domaines-là le principe du 2 poids 2 mesures. Ne faites pas ce que je fais, mais faites ce que je dis. Telle est la ligne directrice de la duplicité biscornue de l'Occident, qui mène par là ce qu'on appelle la politique de Bélial, la politique de Satan, l'animal biscornu, la politique béhémotienne, la politique de Léviathan, la politique du double langage, la politique de l'incohérence, la politique des tombeaux blanchis, la politique du... m'as-tu vu? La politique de la pure apparence cachant une essence absolument ignominieuse. Une politique qui est maintenant vomi sur toute la planète Terre, rejetée du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par le centre. Une politique qui maintenant est la risée de la planète tout entière. La planète tout entière qui contemple avec délectation la déculottée du duo impérialiste israélo-américain au Moyen-Orient sous l'œuvre de l'ambassadeur universel et cosmique du Sud global, la République islamique d'Iran. Mais c'est le même Macron, et là je passe à la deuxième partie de mon raisonnement, qui envoie une délégation à l'Union européenne pour se mêler des affaires intérieures de la République du Niger. Au Niger, il y a un individu qui a été arrêté par l'armée nigérienne. Il s'appelle Mohamed Bazoum, je l'ai affectueusement appelé le juntard de Niamey qui a fait boum. Cet individu nommé Mohamed Bazoum est arrivé au pouvoir dans quelles conditions? Il est arrivé au pouvoir sur la base d'une élection qui a été truquée, avec l'approbation du gouvernement français. Cette élection a été truquée en faveur d'un candidat qui n'a été élu que parce qu'on a préalablement exclu ceux qui pouvaient le battre. L'ancien président de la République du Niger est vivant. Il s'appelle Mahamadou Issoufou. C'est lui, avec le soutien du gouvernement français, qui a organisé l'exclusion des candidats qui pouvaient battre Mohamed Bazoum, le juntard de Niamey qui a fait boum aux élections. C'est Mahamadou Issoufou qui a organisé la chasse à l'homme de l'ancien président de l'Assemblée nationale, ancien premier ministre, Hama Amadou, qui aurait battu Mohamed Bazoum à n'importe quelle élection au Niger, sans fioriture, sans débat. Issoufou, pour préparer ses arrières, un peu comme Patrice Talon, est en train de préparer la fraude électorale pour le candidat qui va protéger ses arrières, ou comme Biya Paul est en train de préparer le tripatouillage de la Constitution pour imposer son fils derrière, c'est Mahamadou Issoufou qui, avec le soutien de Paris, a organisé l'exclusion électorale, exactement comme Alassane Dramane Ouattara, excluant Guillaume Soro de l'élection, excluant Laurent Gbagbo de l'élection, excluant tranquillement Tidiane Tiam de l'élection, a pu croire qu'il a gagné en battant 4 candidats qu'il a fabriqués lui-même. Tout le monde a bien vu comment le régime néocolonialiste français a soutenu Mahamadou Issoufou dans la fraude organisée en faveur du valet néocolonialiste, du sous-préfaillon français, néocolonialiste, Mohamed Bazoum. Celui-ci est arrivé au pouvoir au prix d'une non-élection, d'une pour-élection. Ils ont volé l'élection. Ils ont chassé tous les candidats qui pouvaient les battre et ils ont organisé leur plébiscite. Bazoum arrive au pouvoir non content d'être arrivé là par parachutage et même par césarienne. Il se croit vraiment démocratiquement élu et il commence à faire 3 choses qui vont lui coûter sa fonction. La première chose qu'il fait,
c'est qu'il se moque des Africains qui se battent contre le néocolonialisme français. Lui et ses acolytes, Hassoumi Massaoudou, Abou Tarka, se jettent à bras raccourcis sur le Mali et le Burkina Faso qui sont en train de se libérer du bourreau de l'Afrique dite francophone depuis plusieurs siècles, à savoir la France. Mohamed Bazoum se spécialise dans la critique de ce qu'il appelle le patriotisme frelaté du Mali et du Burkina Faso. Il se met ainsi à dos toute l'opinion africaine qui est aujourd'hui majoritairement panafricaniste. Deuxième acte, non moins stupéfiant, Mohamed Bazoum se met à faire ami-ami ouvertement avec les groupes terroristes qui attaquent son pays, ou du moins le pays adoptif qui est le sien, puisqu'à la base Mohamed Bazoum est issu d'une tribu du sud de la Libye et fait partie des Nigériens adoptifs. Eh bien, Mohamed Bazoum se met à ouvertement soutenir les groupes terroristes. Il les présente comme plus aguerris que son armée nationale. Il ordonne aux généraux de l'armée nigérienne, aux commandants de l'armée nigérienne par plusieurs fois, de libérer des chefs terroristes qui ont massacré par dizaines des soldats nigériens. Et il entre dans une politique d'ami-ami avec ceux qui ensanglantent à volonté le Niger. Dans quel but? Continuer à contrôler l'uranium, continuer à contrôler le pétrole, continuer à contrôler la richesse du Niger et à le maintenir dans le statut de pays pauvre très endetté et de terre de mendiants exportés dans toute la sous-région africaine. Voilà la deuxième faute de Bazoum. Mais il ne s'arrête pas là. Car dans sa manière inimitable de s'asseoir, l'individu ne change pas. Il commet une troisième faute. C'est de s'associer de manière outrancière à la puissance que les Africains ne veulent plus voir sur le sol africain. À savoir la puissance française, coupable de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de crimes de pillage, coupable de toute forme de duplicité, y compris d'un soutien implicite et même parfois explicite aux groupes terroristes, comme on le voit aujourd'hui dans les médias d'État français, qui sont les meilleurs relais d'Iyad Aghali et de tous les criminels d'Al-Qaïda et de l'État islamique, à travers des voix comme celle du hibou de Dakar, Serge Daniel Boubou Moundada, ou le Wassim Nasr, le barbu au service des poseurs de mines, des poseurs de bombes et des criminels terroristes du Sahel. Bazoum se lève et assume clairement toute la propagande française contre son peuple. Mais vous savez, l'uranium nigérien ne représente rien, ça ne rapporte rien à la France. On devait apprendre plus tard que chaque fois que la France était privée de l'uranium nigérien, elle perdait 300 millions, 400 millions de dollars. Or donc, il y avait tout cet argent que la France prenait au Niger à travers l'uranium. On s'en rend seulement compte quand les révolutionnaires du Conseil national de la sauvegarde de la patrie vont redresser le tir et rendre au Niger ce qui lui appartient. Et là, tout d'un coup, c'est Areva, c'est Orano qui se mettent à calculer correctement l'uranium du Niger et à montrer leur manque à gagner. Mohamed Bazoum, quand il était président de la République par parachutage, ne manquait pas de minorer les richesses nigériennes qui étaient pillées par Paris. Et cela depuis plusieurs années sur la base d'accords honteux. Que des Africains aient même signé de tels accords, c'est quelque chose de honteux. Le président Abdourahmane Tiani a essayé, dans plusieurs de ses interventions récentes, de nous expliquer comment un patriote nigérien, le président Hamani Diori, avait tenté de résister à De Gaulle et à Foccart avant d'être déposé, après avoir été correctement pillé, minaudé et méprisé par ceux-là qui considéraient que l'uranium du Niger, le pétrole du Niger leur appartiennent. Et ils l'ont même fait écrire, croyant que cela s'appelait du droit, alors qu'il s'agissait des déchets, des navets, des choses les plus abominables qu'on ait pu appeler droit international. Voilà rapidement l'homme dont les Nigériens se sont utilement débarrassés le 26 juillet 2023. Non pas en l'éliminant, mais en le mettant simplement hors d'état de nuire à l'éclosion harmonieuse de la nation nigérienne. Il est donc en résidence surveillée au Niger. C'est une affaire nigéro-nigérienne, entendu que Mohamed Bazoum est un citoyen nigérien, quoi qu'il soit un citoyen nigérien, en effet adopté des tribus du sud de la Libye, c'est pas grave. C'est une affaire nigéro-nigérienne et voici que quelques gugus, mal inspirés, venant de ce pays qui vient de m'accuser, moi, et de mettre sur moi un gel de mes avoirs pour ingérence, alors que je suis citoyen français, et que, à tout le moins, en tant que philosophe, j'ai le droit de parler de ce que je veux, en tant qu'intellectuel, j'ai le droit de parler de ce que je veux, et en tant que citoyen français, j'ai même la responsabilité de critiquer mon gouvernement quand celui-ci s'éloigne des normes de probité, d'équité, de justice que j'estime être au fondement du contrat social. Moi, on m'accuse d'ingérence. D'accord? Ingérence. Et l'accusation consiste à dire, certaines de vos idées sont également les mêmes idées que celles de la Russie. Certaines de vos idées sont également les mêmes idées que celles des dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Donc, vous faites de l'ingérence. Donc, dès que quelqu'un a la même idée en France que quelqu'un qui n'est pas en France, il fait de l'ingérence. Ok. Maintenant, allons voir jusqu'où ils ont poussé le ridicule. Là, c'est vraiment très grave. Allons voir jusqu'où ils ont poussé
vraiment le ridicule. Écoutons l'intervention à l'Union européenne de ces gens-là qui ont décidé de se mêler du sort du bourreau du Niger. De Mohamed Bazoum qui a appelé les États-Unis à attaquer militairement le Niger pour le rétablir au pouvoir. Mohamed Bazoum qui n'est rien d'autre en réalité qu'un suppôt du néocolonialisme français et un valet de l'impérialisme occidental qui mérite la place dans laquelle il se trouve aujourd'hui au Niger pour tout le mal qu'il a fait au peuple nigérien et pour tout le mal qu'il a fait à la sous-région africaine. Lui, en réalité, c'est un traître à la nation nigérienne. Parce qu'on ne peut pas accéder aux plus hautes responsabilités d'un pays et se permettre de le piétiner de la sorte. Écoutons donc ce que ses amis, dans un ultime barreau d'honneur, qui en réalité est un barreau de déshonneur, écoutons ce qu'ils sont allés raconter à l'Union européenne. Résolution pour commencer, Christophe Gomard. Christophe Gomard, c'est le représentant français. Écoutez, c'est scandaleux. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, Ouais. nous voterons demain pour une résolution d'urgence qui me tient particulièrement à cœur, la demande de libération du président nigérien Mohamed Bazoum. Il n'est pas nigérien. Pour la 4e fois. Il n'est pas nigérien. Au coup d'État du 26 juillet 2023, Mohamed Bazoum est détenu avec son épouse par la junte militaire qui a pris le pouvoir. Je vais le couper chaque fois que je veux, parce que je ne peux pas laisser parler cet individu insultant et stupide, sans l'arrêter de temps en temps, l'apostropher et même chicoter ses propos. Parce que ces gens-là, ça fait plusieurs décennies qu'on les a écoutés religieusement, c'est terminé. On les stoppe quand on veut et on dit ce qu'on pense. Ce monsieur, il s'appelle Gomard, c'est un citoyen français. Le coup d'État a eu lieu au Niger, il n'a pas eu lieu en France. Ce n'est pas Macron qui a été renversé. C'est de l'ingérence, oui ou non? Même l'Union européenne qui permet qu'une telle résolution soit prise. Est-ce que le Niger est un pays de l'Union européenne? Est-ce que le Niger est membre de l'Union européenne? Dites-moi franchement, est-ce qu'il y a déjà eu une réunion en Afrique? Réunion même à la CEDEAO, réunion à l'Union africaine, réunion à la CEMAC, réunion à la CEAC ou à la SADC pour demander à un pays européen de libérer un Européen qui a des problèmes avec l'Europe. Il y a déjà eu une réunion comme ça? Jamais. Ça, c'est le commencement du racisme blanc, le plus abject, que nous, Africains, n'accepterons jamais plus. Ce monsieur Gomard n'a rien à dire sur le Niger. Surtout pas dans une enceinte qui représente les États européens. Parce que le Niger n'est pas membre de l'Union européenne. Et l'Union européenne n'est pas membre de l'État nigérien. Donc déjà, même sa prise de parole est une incongruité. Déjà, il n'avait rien à dire. Gomard devait être gommé. Bon, laissons-le continuer à écouter. Il appelle le régime nigérien la junte, oubliant que c'est une junte qui a fondé la 5e République française. De Gaulle est un chef de junte. Et Macron, qui aujourd'hui n'est même pas détenteur d'une majorité à l'Assemblée nationale française, qu'est-ce qu'il est? Il est un chef de junte. Abdourahmane Tiani, lui au moins, a tenu les états généraux de la nation nigérienne, les états généraux de la refondation du Niger, et a reçu le satisfecit de sa nation pour la gouverner. Il est le président de la République du Niger. Et il n'y a pas que la méthode française, où c'est le ministre de l'Intérieur qui dit à qui a gagné les élections, qui soit la plus sûre pour montrer qu'un chef d'État est représentatif de sa nation. L'écrasante majorité des Nigériens aime Abdourahmane Tiani et applaudit son régime. Et le point de vue de Gomard doit être gommé. Gommé pour toujours dans les affaires nigériennes. Gomard n'a rien à dire dans les affaires nigériennes. Dans les affaires nigériennes, Gomard est tout simplement, en réalité, dans un cauchemar. Continuez. Privé de téléphone et totalement coupé du monde extérieur. Mais écoutez, monsieur Gomard, il est privé de téléphone au Niger. Est-ce qu'il est privé de téléphone en France? Est-ce qu'il est à la prison de la santé? Il est au Niger. C'est le Niger qui l'a privé de téléphone. Le problème dedans, c'est quoi? Les prisonniers qui sont en France et qui sont privés de téléphone, est-ce que le Niger se mêle de vous dire de leur donner leur téléphone? Monsieur Gomard, mais vraiment, vous avez une vraie tête de homard. Bon à croquer. Continuez à dire des conneries. L'Afrique saura que nous n'accepterons plus jamais rien. Plus jamais rien de ces gens qui nous manquent de respect. Continuez, Gomard. Vous serez gommé. 950 jours se sont écoulés depuis ce coup. 950 jours se sont écoulés depuis ce coup. On dirait que c'est même pas pour les Nigériens qu'il parle. Il parle surtout pour les néocolonialistes français qui, à partir de là, ont perdu l'occasion de voler l'uranium, de voler le pétrole, de voler l'or, de voler les richesses du Niger. Il est en train de compter 950 jours sans pillage éhonté du Niger. Ça faisait quand même plusieurs décennies que les multinationales françaises pillaient le Niger, semaient un écocide pas possible au Niger, et au lieu de donner l'impression qu'il pleure Bazoum, il est en train de pleurer les richesses volées. Les richesses volées du Niger, c'est ça qu'il compte. Continuez, monsieur Gomard, nous allons vous gommer.
950 jours de détention injustifiée. Il convient de rappeler que... Ce n'est pas injustifié. Je viens de donner les 3 raisons pour lesquelles il a été arrêté. Première raison, c'est un président illégitime, c'est un fraudeur. Il a chassé tous les opposants avant de dire que lui, il a gagné. D'abord, on ne devait même pas l'appeler président. Bon. Et deuxième raison, ce monsieur-là, il s'est associé aux terroristes. Il est coupable de haute trahison contre le Niger. Il ne peut pas s'en sortir sans la perpétuité. Troisième raison, il s'est associé à la puissance voleuse, à la puissance pilleuse, à la puissance criminelle depuis plusieurs décennies et même siècles au Niger. La puissance qui a envoyé la mission Voulais-Chanoine pour massacrer les Nigériens. Lui, il les a applaudis. La France ne gagne rien dans ses échanges avec le Niger. Vous savez, c'est même la France qui perd beaucoup d'argent à travers l'aide au développement. Vous savez, la route entre Digmi et Maradi, c'est la France. La route entre machin et machin. Ce monsieur-là, il a trahi le Niger. Arrêtez de dire qu'il est innocent. C'est un criminel de haut vol. Tous les militaires nigériens qui ont été tués par ses amis terroristes, les familles doivent demander à Bazoum de les ressusciter. Oui! Toutes les richesses nigériennes qui ont été volées pendant que Bazoum était président, le peuple nigérien doit lui dire Hankap, comme on dit chez moi, en pays bamileke. Hankap a fait un cap à bas très sérieux. Hankap, tous les dictateurs africains qui ont contribué au pillage de l'Afrique, il faut qu'un jour l'Afrique leur dise Hankap, Hankap, Hankap a fait un cap à bas très sérieux. L'affaire d'argent est très sérieuse parce que c'est avec l'argent que les gens vivent. Bazoum doit payer. Troisièmement, il s'est associé à la puissance criminelle. C'est la puissance négrière, c'est la puissance coloniale, c'est la puissance néocoloniale. On ne veut plus voir un seul de ces soldats sur le sol africain pour tous les crimes qu'elle a commis. Ça fait quand même 3 raisons suffisantes pour qu'on tienne ce monsieur. Arrêtez de pleurer sur des chaumières pour quelqu'un qui a fait le plus grand mal à son pays et qui a été au contraire mis dans les conditions idoines pour vivre jusqu'à la fin de ses jours sans avoir faim. Le président Bazoum, démocratiquement élu, a été le principal partenaire des forces européennes au Sahel, contribuant à la lutte contre le terrorisme islamiste, contre le trafic. La France n'a pas contribué à la lutte contre le terrorisme islamiste. Elle a contribué à l'installer, car elle a participé à la grande agression de l'OTAN. Et elle a fait cette agression en association avec les 2 principales organisations terroristes, Al-Qaïda et l'État islamique. Voilà pourquoi l'actuel président français, Emmanuel Macron, a dit ceci. Je le cite, dans le Figaro du mois de juin 2017. Nous, Français, nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye, car il en a résulté partout des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui prospèrent. Fin de citation. Par cette citation, qui est rapportée dans notre maître ouvrage, L'impérial terrorisme, Emmanuel Macron reconnaissait clairement la responsabilité de la France dans l'expansion du terrorisme en Afrique. Mieux, l'actuel ministre des Affaires étrangères de la République de la Fédération de Russie, eh bien, Sergueï Lavrov, a rapporté les propos suivants tenus à celui qui était ministre en 2013 des Affaires étrangères de la République française, un certain M. Laurent Fabius. Fabius demande à Lavrov de faire que la Russie n'empêche pas la France d'intervenir ici au Mali afin d'empêcher la soi-disant invasion des djihadistes qui déferlaient sur Bamako. Une invasion imaginaire, fabriquée par les services français pour tromper les Maliens. On le sait maintenant rétrospectivement. La Russie, qui fait encore preuve à cette époque d'une certaine magnanimité envers Paris, répond à travers Lavrov à Fabius. Mon cher Laurent, la Russie vous laisse intervenir pour stopper ce que vous appelez djihadistes. Mais je tiens à vous faire remarquer, mon cher Laurent, que vous vous préparez à combattre maintenant au Mali les mêmes terroristes que vous avez armés en Libye. Laurent Fabius répondit à Sergueï Lavrov, et les 2 sont vivants, il n'y a jamais eu de démenti, c'est la vie. Fabius disait, la France assume le fait d'être à l'origine de la destruction de la Libye, à travers la coalition de l'OTAN, à la tête de laquelle Paul-Stéphane Sarkozy de Nagui Boksha, Barack Hussein Obama, David Cameron. La France assume d'avoir détruit la Libye en association avec les 2 grandes organisations terroristes créées par les services américains. Dans les années 80 et dans les années 2000, la France l'assume. Et la France assume de venir aider les pays sahéliens à combattre les terroristes qu'elle a armés en Libye et qui l'ont aidé à tuer Kadhafi. Voilà ce que disait, eh bien, Laurent Fabius. Donc, Monsieur Gomard, vous ne pouvez pas gommer dans le cerveau des Africains actuels la conviction incontestable que la France a une responsabilité directe dans l'expansion du terrorisme en Afrique noire. Écrivez ça. Aya Seber, Tilana Yom-I, et c'est le but du livre phare que votre serviteur a publié, eh bien, ici même à Bamako, L'impérial terrorisme, preuves irréfutables de l'agression néocolonialiste et impérialiste de l'OTAN et de ses alliés du Moyen-Orient contre l'Afrique. Il n'y a que des preuves scientifiques dans ce livre. Elles n'ont été contestées à ce jour par personne. Voilà pourquoi Macron, incapable de me traîner au tribunal,
pour m'accuser de diffamation contre la France, a préféré prendre un arrêté ministériel pour me dépouiller des biens que j'ai obtenus en France par le travail, et non pas par la mendicité ou par les allocations familiales, comme certains imbéciles qui ne me connaissent pas le disent sur certains réseaux sociaux. Gomar, continuez à parler, vous êtes vraiment super bon à fouetter. Allez-y Gomar, on va vous gommer. Trafic d'armes, contre le trafic d'êtres humains et à la stabilité régionale. Nous ne pouvons rester plus longtemps si l'on... Un pays qui a pratiqué la traite négrière ne peut pas donner des leçons en matière de trafic d'êtres humains. La France n'a toujours pas payé des réparations pour les profits énormes qu'elle a tirés du commerce des Noirs. Donc qu'elle se taise. Quand on parle de trafic d'êtres humains, les dirigeants français doivent se taire tant que la France n'a pas payé pour la traite négrière. On continue. Trafic d'êtres humains, fermez votre gueule. Vous n'avez rien à dire là-dessus, car vous-même n'avez pas fini de payer pour les trafics d'êtres humains dont ont bénéficié Bordeaux, Nantes et Le Havre, pour ne citer que ces trois ports, eh bien, qui ont connu la souffrance des Noirs. Monsieur, alors qu'un allié clé de l'Europe est emprisonné, quel exemple de loyauté l'Union européenne donnerait-elle à ses partenaires? Voilà, là il vient de trahir Bazoum. Il dit que Bazoum est un allié clé de l'Europe. Voilà. Il ne gouvernait pas le Niger pour les Nigériens, il gouvernait le Niger pour l'Europe. C'est un vassal, c'est un valet. Voilà quelqu'un qui est apprécié parce qu'il faisait les 4 volontés des Européens. Et il s'étonne qu'on l'arrête. Mais écoutez, quand on vous élit président de la République du Niger, c'est pour servir les intérêts du Niger. Ah oui! On vous élit président de la République du Cameroun, c'est pour servir les intérêts du Cameroun. Pas les intérêts de la Suisse comme le fait Biya. On vous élit président de la République de Côte d'Ivoire, c'est pas pour servir les intérêts du néocolonialisme français comme le fait Ouattara. C'est les intérêts de la Côte d'Ivoire. Et c'est juste ce que les présidents Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tiani sont en train de faire. Ils servent les intérêts de leur pays. Ça énerve les gens. Ils ont juste dit, moi je suis président du Mali, je sers le Mali. Moi je suis président du Burkina Faso, je sers le Burkina Faso. Moi je suis président du Niger, je sers le Niger. Vous commencez à sauter sur vos chaises comme des cabris, à vous étouffer avec votre propre salive. Alors que ces gens-là, ni le président Tiani, ni le président Goïta, ni le président Traoré n'aspirent à gouverner la France. Ce sont les dirigeants français qui aspirent à gouverner les pays africains. Aucun Africain n'aspire à gouverner la France. Même moi-même, qui suis citoyen français par adoption, on m'a proposé plusieurs fois de compétir à des élections législatives, à des élections municipales. On m'a même dit que puisque Macron me craint, je pourrais être le futur candidat à la Obama, entre guillemets, j'aime pas trop Obama, je le rappelle toujours, pour battre Macron. Eh bien, j'ai dit, le problème c'est que le poste de président de la République française ne m'intéresse pas. Ça ne me plaît pas du tout. Oui, s'il y a un poste de président de la République qui peut m'intéresser sur la terre, c'est celui du Cameroun, mon pays natal. Et je l'ai déjà dit, et je ne m'en cache pas, j'ai le droit. Je peux le dire oui ou non, j'ai dit. Ça peut m'intéresser. Si mon peuple le veut, un jour. Quand mon peuple le voudrait. D'accord? La France, c'est un pays déclinant. Vous cherchez à être président de la République d'un pays comme ça qui a tous les problèmes accumulés depuis 600 ans. Qui que vous soyez, vous allez vous emmerder. Parce que c'est un pays qui est coincé. Les gens ont pris l'habitude de profiter du malheur des gens. Des pays comme ça sont difficiles à gouverner. Si Macron écoutait les conseils, il n'aurait jamais accepté d'être président français. Dans les conditions actuelles, pour être président français, il faut être révolutionnaire. Il faut être prêt à casser la baraque et à risquer sa propre vie pour cela. Bon, autant le faire pour un pays, eh bien, où on a toutes ces tripes qui vibrent. Oui ou non? Donc, Bazoum est défendu en tant qu'allié de l'Europe, non pas en tant que président du Niger. Parce que ses alliés français savent très bien que Bazoum est leur valet. Ce n'est pas le peuple nigérien qui l'a choisi. C'est la France qui l'a imposé. C'est Jean-Yves Le Drian, tous ses copains français, qui ont soutenu Mahamadou Issoufou dans la mascarade pour exclure Mahamadou et imposer Bazoum, en croyant contrôler Bazoum comme Aïdjo croyait contrôler Biya. Hein? Etc., etc. Ou comme Sonko croyait pouvoir contrôler tout naturellement Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui lui a échappé. Parce que c'était ça le plan du président Mahamadou Issoufou. Il a choisi Bazoum, quelqu'un qui n'est pas populaire véritablement au Niger, quelqu'un qui ne peut pas gagner les élections à la régulière au Niger. Il a choisi de tout faire pour que cet homme soit président, pour que cet homme lui doive la présidence. Et que lui, après sa présidence, demeure président. Hein? Un peu comme Talon veut faire avec Ouadani. Il choisit toujours quelqu'un qui va entièrement dépendre de lui. Et comme ça, quand lui ne sera plus président, comme celui-là est président, grâce à lui, il sera président à travers lui. Vous voyez? Ils pensent que les Africains ne connaissent pas ça, mais nous, il y a longtemps, comme on dit à Abidjan, on est hier et on connaît ça. On connaît ça. Vous voyez Ouattara, il est en train de faire monter son frère. Vice-premier ministre, ministre d'État, ce qui veut déjà dire que son frère est en fait le futur vice-président de la République, ou qu'il va modifier la Constitution pour dire que
le Premier ministre assure l'intérim du chef de l'État en cas de vacances, etc. Et il va nommer son petit frère Premier ministre, terminé. Il a déjà dit à tout le monde, si je meurs, c'est mon petit frère qui continue. Mais les Africains voient ça, on connaît. Ou bien on ne connaît pas. Et ils font ça en faisant semblant de se cacher. Hein. Biya dit qu'il va changer la constitution du Cameroun. Il croit qu'on ne sait pas que c'est parce qu'il ne veut pas qu'après lui, quelqu'un qui va voir tout l'argent camerounais qu'il a volé, tous les Camerounais innocents qu'il a massacrés arrive au pouvoir. C'est juste ça son problème. Revenons au Niger. Gomar vient de trahir Bazoum. Bazoum n'est pas l'homme du peuple nigérien, mais une fabrication de Paris. Une fabrication européenne. C'est un valet de l'Europe. Et c'est à ce titre qu'il est défendu. Gomar, continuez de parler, nous allons vous gommer. Pour deux raisons majeures. Son mandat prendra fin le 2 avril 2026. Ne pas obtenir sa libération avant cette date constituerait un échec grave. Mais c'est très grave. Vous savez que vraiment, ces néocolonialistes français vivent sur la Lune. On est en février, on est en mars. On est en mars. On est en mars 2026. Et ce monsieur Gomar, il vient se battre à l'Union européenne pour qu'on donne à Bazoum 1 mois pour finir son mandat. C'est-à-dire que même Bazoum, même dans sa prison, a trop rigolé quand il a vu ça. Il a dû dire, mais non, mais là, Gomar, tu exagères quand même. Moi, je vais faire quoi avec 1 mois de mandat? Même si on me donne ça, moi-même, je n'accepte pas. Tout ce que je vais, c'est sortir, courir à Paris et pouvoir gueuler sous la tour Eiffel, c'est tout. Moi, tout ce que je souhaite, c'est échapper à la résidence surveillée, aller m'asseoir tranquillement à Paris comme les Hassoumi Massoudou, ou aller à Abidjan quand même, à l'hôtel Ivoire, manger les homards, hein, à défaut de pouvoir manger les gomards. Est-ce que là où Bazoum est là, il rêve de gouverner encore le Niger pendant 1 mois? Tout le rêve de Bazoum là, actuellement, c'est de sortir du Niger. Et Bazoum que nous on connaît là, après l'avoir analysé, tout son problème s'il sort du Niger, c'est d'aller organiser les bandes de terroristes pour attaquer le Niger. Même de sa prison, il avait déjà demandé aux États-Unis d'Amérique de bombarder le Niger. Il était même prêt à mourir pour qu'on bombarde tout le Niger avec lui. Ça, il était prêt à se sacrifier pour ça, tellement il est aigri de ce pouvoir qu'il a obtenu pourtant par effraction et par césarienne. Donc Bazoum ne rêve que d'une chose, c'est de sortir de prison pour aller nuire au Niger. Oui, on sait ça. Je n'ai pas besoin de l'expliquer au président Abdourahmane Tiani, il était le commandant de la garde présidentielle de Bazoum. Il connaît la psychologie du personnage. Le juntar de Niamey qui a fait boum. Il est connu, comme certains connaissent leur Coran, d'autres leur Bible, ou d'autres leur Mahat. Oui, on sait que tout ce qu'il veut, c'est sortir pour nuire. Dès qu'il sort, on organise une rébellion, on organise un complot, on renforce les groupes terroristes et il se met à jouer à l'imam Neymar de Badalabougou pour le compte du Niger. Oui. Donc, vraiment, quand j'ai entendu ce Gomar parler, j'ai dit ça, froulaï. Celui-là, vraiment, c'est un cadeau, c'est un méchoui. Il est délicieux comme le méchoui de chez Abba, mon ami, de la dibiterie ici à Bamako. Abba fait un méchoui là, il cuit le riz dedans. C'est comme ça que ce Gomar là, il est délicieux. Il est délicieux comme un homard de France. Les homards qu'on mange à Noël, sur les grandes tables de France, en buvant du vin blanc ou un peu de champagne. Ça, froulaï. Ça, c'est le pire défenseur qu'il fallait envoyer à l'Union européenne pour Bazoum. Il est venu livrer Bazoum. Il a vendu Bazoum moins cher. Ouais, bah alors Pékin, comme on dit à Douala. Continuez-moi ça. Continuez, pour parler. Un signal clair doit être envoyé à nos partenaires et à leurs opposants. L'Europe est un allié assumant ses engagements envers ceux qui ont coopéré avec elle pour plus de sécurité et plus de liberté. Ça, c'est la définition de la France-Afrique. Je t'impose dans un pays étranger et tu défends mes intérêts. En retour, je te protège. C'est ça le contrat de la France-Afrique. Gomar, c'est une véritable barbouze parlementaire. Continuons. Cette résolution rappelle le caractère inacceptable de la détention d'un dirigeant démocratiquement élu, partageant nos valeurs, renversé puis emprisonné. Ils recommencent avec leurs histoires de démocratie et de valeurs. Vos démocraties et votre valeur ne vous ont pas empêché d'être tous presque cités dans l'affaire Epstein. Sacrifice d'enfants, viol, actes de pédocriminalité. Beaucoup de vos principaux hommes d'État sont cités dedans. Où sont vos valeurs? Où est votre démocratie? Dans l'affaire Epstein, taisez-vous, élite occidentale. Vos valeurs, votre démocratie. Vous qui êtes les champions des détournements des fonds publics, les champions des paradis fiscaux, les champions des biens acquis dans le dos des peuples, des rétrocommissions. Mais où sont partis les avoirs russes que vous avez gelés et qui ont fondu comme beurre au soleil dans les comptes où ils devaient peut-être gelés? Ils sont allés où? Moi-même, mes avoirs sont où? Actuellement, quand je regarde mon compte bancaire sur la caisse d'épargne, il est marqué qu'il y a 0 dans mon compte bancaire. Mais ils ont créé un compte technique où ils gèrent mon argent qui entre sans moi. Je vois seulement des dépenses. Ils décident ça seul. Regardez-moi des voleurs associés comme ça qui parlent de valeur. Mais quelle valeur? Des pays qui ont perpétré la traite négrière, la colonisation,
des pays qui ont perpétré des déportations, des exterminations et des génocides? Quelle valeur des pays qui ont jeté la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki? Quelle valeur des pays qui ont provoqué des guerres, des centaines de coups d'État, qui ont assassiné des leaders indépendantistes et souverainistes de pays étrangers? Quelle valeur pouvez-vous représenter? Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes l'abomination de la Terre? Vous ne voyez pas comment la Terre vous vomit dans le conflit entre le duo criminel, sioniste, israélo-américain et l'Iran? Vous n'avez pas vu que plus des 3/4 de la Terre sont avec l'Iran? Mais regardez les réseaux sociaux, lisez la presse internationale, sortez de vos petits médias parisiens, franchouillards et menteurs, et voyez comment le monde vous vomit. Le monde vous vomit, le monde vous vomit. Quand vous parlez de valeurs démocratiques et de valeurs morales, la terre tout entière a la nausée. C'est vous qui avez saccagé la Libye. C'est vous qui avez exterminé des millions d'Algériens. Vous avez exterminé plus d'1 million de Camerounais, des millions de Malgaches, des millions d'Africains. Vous avez sacrifié des millions d'Africains. C'est vous qui étiez à la tête de la colonne Voulay-Chanoine pour massacrer des centaines de milliers de Nigériens tout au long du 19e siècle. Vous ne pouvez pas parler de morale sur la terre tant que vous n'avez pas, en France, jugé et condamné les crimes abominables dont vous vous êtes enrichis. Votre morale, le monde entier n'en a rien à cirer, elle ne vaut rien. Tant que la France n'a pas accepté de juger ces crimes négriers, ces crimes coloniaux, ces crimes néocoloniaux et impérialistes, la France n'a pas droit au chapitre de la morale internationale. Et c'est vrai de tout l'Occident politique. Les États-Unis en tête. Vous n'avez rien à dire en termes de morale. Vous êtes la partie la plus barbare et la plus sauvage de la Terre. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Monsieur Sarkozy, quel est le continent le plus barbare et le plus sauvage que nous ayons sur cette planète? Vous qui êtes l'un des plus grands barbares et sauvages que nous connaissions. Monsieur Sarkozy, je vous donne la parole. Parce qu'on est fatigué de parler comme ça. On est fatigué d'entendre les leçons de morale de gens comme Gomard. Sarkozy, venez nous dire, vous-même, quel est le continent, historiquement, le plus barbare, le continent le plus sauvage de l'histoire de l'homme. Vraiment, c'est-à-dire que quand ces gars-là parlent de morale, tous les livres d'histoire que j'ai lus, tous les livres d'histoire que j'ai lus grondent dans mon cœur et dans mon esprit. Ils osent nous parler de morale, valeurs démocratiques, des valeurs qu'ils ne respectent pas. Ils ont bombardé le Bénin en dernière date. Ils font la promotion des terroristes dans le monde, dans France 24, dans RFI. Ce sont eux qui aident Iyad Aghali. Ce sont eux qui aident, mais tous les criminels qui ensanglantent le Sahel et l'Afrique, ce sont eux qui les médiatisent. Sarkozy, quel est le continent le plus sauvage et le plus barbare de tous les continents du monde? Vous avez la parole. Vous qui êtes un grand sauvage et un grand barbare en bracelet électronique. Allons-y. Oui? Allons-y, Nicolas. Un peu de courage. Ah mais oui! Parfois, il faut s'arrêter pour les écouter. Ça soulage énormément. Oui, monsieur Sarkozy, faites vite. On n'a pas le temps. On est en train d'écouter monsieur Gomard. Oui, Nicolas Sarkozy. Non, venez. Non, prenez le temps. Prenez votre temps. On va vous écouter. Prenez votre temps, Sarkozy. De tous les continents, oui. Allons-y, Nicolas. N'ayez pas peur. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Parce que certains sont assis maintenant à l'Élysée. Vous savez, à l'Élysée, ils ont une cellule qui suit mes conférences. Et qui se plaint que mes conférences durent trop longtemps. Écoutez, on vous a demandé de suivre. Donc, il faut suivre. Faites votre travail, les gars. Suivez. Hein? Ils m'ont envoyé toute une encyclopédie du relevé de mes affirmations. Ils ont une cellule spéciale à l'Élysée, chargée d'écouter les conférences du professeur Franklin Nyamsi au Cameroun et de relever des morceaux de phrases qui vont être utilisés pour l'accuser d'ingérence dans les affaires de la France, une république dont il est citoyen. Et en tant que philosophe, de toutes les façons, il est citoyen du monde entier. Sarkozy, vous ne voulez pas parler? Vous pouvez décider de ne pas parler. Hein? Mais moi, je me souviens que vous aviez dit que de tous les continents du monde, l'Europe est le continent le plus barbare et le plus sauvage qu'on ait jamais connu. Vous l'avez dit ou pas, Sarkozy? Vous ne voulez pas le dire tout d'un coup, là, quand on veut vous donner la parole, vos amis se mettent à faire ralentir les moteurs. C'est quoi ces manières-là? Laissez-le parler. Monsieur Sarkozy, quel est le continent le plus barbare et le plus sauvage que le monde connaisse? Bon, écoutez, il parlera tout à l'heure, on continue la démonstration. Ce n'est pas la peine de l'attendre. Laissons monsieur Gomard. Monsieur Gomard, continuez. Par une junte militaire toujours au pouvoir aujourd'hui. Elle appelle à la libération immédiate de Mohamed Bazoum et de son épouse. Voilà quelqu'un qui appelle la République du Niger, le régime du CNSP junte militaire. Il a oublié que De Gaulle, qui a créé la 5e République, est un chef de junte.
Quelqu'un qui est député européen au nom de la 5e République française ne doit pas utiliser le mot junte sans se sentir insulté lui-même. C'est un chef de junte, c'est un putschiste qui a créé la 5e République française. Le maréchal Pétain était au pouvoir. Il n'était pas au pouvoir par coup d'État, hein, Pétain. Il n'était pas au pouvoir par coup d'État. Même Hitler a pris le pouvoir par élection démocratique. Hein. Oui, Hitler n'a pas fraudé pour arriver au pouvoir. Hein. Il a gagné dans les urnes. Pétain était au pouvoir. De Gaulle a organisé un coup d'État contre Pétain. De Gaulle a été condamné par contumace à la peine de mort. Il a fui en Angleterre. De Gaulle, c'est un putschiste fuyard à l'origine. Si les Pétains avaient attrapé De Gaulle et qu'ils lui avaient logé une balle dans la tête, on dirait que De Gaulle était un traître à la France qui a été rattrapé et abattu. C'est comme ça que l'histoire aurait été écrite. Mais comme De Gaulle a bénéficié du soutien de l'Angleterre, du soutien des troupes africaines, du soutien des troupes américaines et du soutien des troupes russes pour libérer la France, parce que ce ne sont pas les soldats français qui étaient en première ligne, c'était les soldats issus des colonies africaines, des colonies asiatiques, maghrébines de la France qui étaient en première ligne. La chair à canon était coloniale. D'accord? Mais sinon, De Gaulle, à la base, c'était un putschiste et un chef de junte. Et la 5e République, qui est créée en 1958, l'est par le général Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, putschiste, en 40. Sa déclaration du 18 juin 1940 est une déclaration de coup d'État et on peut la comparer à celle de Tigri. Quand je vois des gens qui viennent bombarder l'armée béninoise parce que Tigri a voulu renverser Talon, ils oublient que De Gaulle, qui leur a permis de créer la République, la 5e République française, a renversé Pétain. De Gaulle est un putschiste. Écrivez cela. Réécrivez vos cours d'histoire de France. Le général de Gaulle est un putschiste. Il a organisé un coup d'État et une rébellion contre le régime du maréchal Pétain. C'est la vérité. La stricte vérité historique. S'il fallait respecter systématiquement celui qui exerce le pouvoir et ne jamais faire de coup d'État, la France actuelle n'existerait pas. Michel Sardou l'a chanté, hein, en oubliant de dire, au contraire, il s'est contenté de dire, si les ricains n'étaient pas là, nous serions tous en Germanie, à parler de je ne sais quoi, ah la 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 la. Michel Sardou, comme beaucoup de chanteurs français, a la mémoire courte. Même les ricains qui étaient là étaient surtout des Africains. Donc il aurait dû chanter, si les Africains n'étaient pas là, nous serions tous en Germanie, à parler tous de l'allemand. Si les Africains n'étaient pas là, si les pauvres n'étaient pas là, nous serions tous en Germanie. Mais écoutez, De Gaulle, pour mener la libération de la France, il n'avait que 177 soldats. Le premier commando qu'on appelle le commando qui fait dans toute la France, il n'avait que 177 courageux. Il a fallu courir, comme le rappelle, avec beaucoup d'ironie Yambo Oulogem, courir, trouver les Africains derrière lesquels il va se cacher pour que les Africains prennent Paris. Quand les Africains ont fini de combattre pour prendre Paris, lui il sort dans ses bottes et il passe avec élégance, le libérateur de la France. Combien de fois il s'est trouvé en première ligne? Combien de fois il a mené une unité contre un pâté d'immeuble? Éric Cantona, la grande star du football français, vient de défrayer la chronique avec une proposition que moi j'ai faite il y a très longtemps. Quand un président déclare la guerre contre un pays, il doit diriger les opérations de guerre en personne. Oui! C'est trop facile de déclarer la guerre de façon délibérée contre un pays et d'envoyer les enfants des autres mourir pendant que toi, tu te caches au palais. Cantona s'adressait comme ça à Macron. Macron qui est pressé, oh j'envoie un navire sur le détroit d'Ormuz. Alors préparez-vous, hein, nos enfants vont devoir mourir face à la Russie. Macron, tu as combien d'enfants? Bon, toi-même tu as un enfant, à peine surmonté. Va en première ligne. Et c'est ce que lui a rappelé le vice-premier ministre espagnol, Matteo Salvini. Il a dit à Macron, mais Macron, ça fait un moment que tu nous fatigues, tu es comme les gars du quartier qui veulent la bagarre, et quand on s'écarte pour que tu bagarres, tu dis non, arrêtez-moi, sinon je vais faire un malheur. Non, va lutter. Voilà Poutine. Voilà Poutine. Il t'a donné une longue table, tu n'as même pas été capable de franchir le quart de la distance. Et tous les jours, alors, on va faire ceci, on va faire cela. Donc, voilà un peu la situation. Il parle avec mépris des dirigeants du Niger, du Burkina Faso, du Mali, alors qu'il est issu d'une junte. Il est issu d'une junte militaire, Gomar. Mais Gomar a gommé sa propre histoire. Sinon, il saurait que De Gaulle, c'est un putschiste, c'est un rebelle, c'est un juntard. Et que Macron, qui gouverne aujourd'hui avec le 49-3, est un dictateur, c'est un monarque présidentiel. Ce n'est pas un chef d'État d'une république démocratique. La démocratie est décédée si elle n'a jamais vécu en France. Car la constitution de la 5e République, de l'avis même de constitutionnalistes et de politistes de qualité, n'est pas une constitution démocratique. Les pouvoirs que cette constitution réserve au président de la République ne sont pas démocratiques.
C'est l'ultra-présidentialisme. C'est une monarchie républicaine que De Gaulle a mise en place en 1958 sous couvert d'éviter l'instabilité parlementaire de la 4e et de la 3e République qui avait nui à la défense, à la sécurité, à la grandeur de la France. Écoutons M. Gomar. Gomar est franchement aussi doux qu'un homard. Il est bon à croquer avec beaucoup de bruit. Au rétablissement de l'ordre constitutionnel et à l'organisation de nouvelles élections. Les constitutions africaines rédigées par les experts français sont des chiffons de papier que nous allons jeter à la poubelle sans regret. Partout où il y a des constitutions qui sont des photocopies de la constitution de la 5e République française, la révolution africaine foutra ces torchons à la poubelle. Nous allons écrire des constitutions inspirées de la tradition africaine. C'est la révolution épistémologique mahatocratique. Donc, ne nous parlez plus de vos constitutions, on n'en a rien à cirer parce qu'on sait que ce sont des plaquages néocolonialistes. Voyez la suite. Démocratique. Depuis le coup d'État, le Niger s'enfonce dans une spirale de violence et d'insécurité. Menteur. Depuis le coup d'État, le Niger a retrouvé une plus grande sécurité, une plus grande paix, une plus grande stabilité. Les caisses de l'État du Niger n'avaient jamais été aussi florissantes que depuis que le président Abdourahmane Tiani est là. Le carburant au Niger est l'un des moins chers qu'on trouve sur la terre africaine. Les soins de santé pour les femmes et les enfants sont pratiquement gratuits au Niger. Le Niger innove sur tous les chantiers. Ainsi en est-il au Burkina Faso, qui est en travaux. Ainsi en est-il au Mali, malgré toutes les difficultés qui avancent. Vous êtes d'affreux menteurs. Vous êtes dans une bulle de mythomanes à Paris. Plus personne ne vous écoute d'ailleurs. Plus personne ne vous croit. Allez-y. Militaire laisse son territoire en proie à des groupes djihadistes. Non, ce n'est pas des groupes djihadistes, ce sont des mercenaires impériaux terroristes qui ont été implantés en Afrique par les pays de l'OTAN, dont la France. Vous arrêtez de les appeler djihadistes et de salir l'islam. Dans l'islam, djihad signifie le combat contre le péché. Tout véritable croyant doit combattre le péché. Il doit mener ce qu'on appelle le grand djihad, c'est-à-dire la purification de soi. Là, dans ce mois de Ramadan, par exemple, nos frères et sœurs musulmans sont dans un grand mois de djihad, au sens noble du terme. Ils sont en train de se purifier pour prédisposer l'âme à l'adoration du Créateur, du Tout-Puissant, du Très Miséricordieux. Arrêtez d'utiliser les concepts de la religion musulmane pour la salir, pour la confondre, alors que ce sont même les musulmans qui sont les premières victimes des mercenaires terroristes de la France-Afrique, des mercenaires terroristes de l'impérialisme occidental et moyen-oriental. Al-Qaïda et l'État islamique sont des organisations de criminels créées par les services occidentaux. C'est formel, avec leurs alliés du Moyen-Orient. Et les principaux chefs d'Al-Qaïda et l'État islamique vivent librement dans les pays du Moyen-Orient qui bombardent actuellement l'Iran et qui sont les complices directs de l'OTAN, c'est-à-dire également de la France. Le modèle parfait du chef terroriste favori et aimé par les néocolonialistes et les impérialistes occidentaux, c'est Ahmed al-Shara, l'actuel président syrien par parachutage. Ce monsieur, jusqu'à maintenant, est classé comme chef terroriste à l'ONU. Il est reconnu comme l'un des bras droits d'Oussama Ben Laden, d'Ayman al-Zawahiri, comme l'un des bras droits de al-Baghdadi, comme l'un des chefs héritiers des deux principales organisations terroristes du Moyen-Orient. Cela n'a pas empêché Donald Trump de lui offrir des parfums pour lui et sa femme, et Macron de lui offrir le tapis rouge de l'Élysée le 7 mai 2025. Nous tous on a vu. Donc arrêtez de nous parler de djihadistes alors qu'il s'agit de vos hommes. Iyad Aghali, Mahmoud Diko, ce sont vos hommes. Arrêtez de nous emmerder en salissant la belle religion musulmane par vos concepts creux. Ici, au Sahel, on ne parle plus de djihadistes. On parle de terroristes, impérialistes, de mercenaires de l'impérialisme. C'est ce que sont les acolytes que vous décrivez comme dans une bande dessinée dans le journal Le Monde. On n'a pas de djihadistes ici. Ce n'est pas le djihad. C'est du banditisme. Ce sont des mercenaires, ce sont des drogués, ce sont des bandits. Des voyous de grands quartiers. C'est tout ce qu'ils sont. Ils ne sont rien d'autre. Écrivez ça. Continuez, M. Gomar. On va vous gommer. Responsable de nombreuses attaques meurtrières, notamment contre des minorités religieuses. Oui, quelle minorité religieuse protégez-vous? Vous avez d'abord des dirigeants qui sont irréligieux et areligieux. Ils sont tous, presque tous mêlés dans des affaires de consommation de cocaïne. Ils sont mêlés dans des affaires de pédocriminalité. Et ils sont presque tous mouillés dans l'affaire Epstein. Ne nous parlez jamais plus de morale, Gomar. Plus personne ne vous écoute dans le Sud global. Plus personne ne vous écoute, la bande à Epstein. Plus personne. Nous ne pouvons nous y résigner. Je compte sur votre soutien pour cette résolution qui porte bien son nom, une résolution d'urgence. Merci. Résolution d'urgence. Voilà quelqu'un qui a une diarrhée chez lui, il croit que c'est tout le monde qui va lui ouvrir son WC. Il faut sortir, tu vas voir, tu vas chier en route. Quand tu n'as pas d'amis dans le monde là, et que tu as une diarrhée, il faut te débrouiller pour la libérer là où tu es. Personne ne va t'ouvrir son WC.
Donc, c'est urgent pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez 3 000 milliards d'euros de dette. Vous ne savez pas où trouver cet argent. Le Niger a fermé les robinets. Le Mali a fermé les robinets. Le Burkina Faso a fermé les robinets. Et bientôt, on va fermer le gros robinet par lequel vous nous avez volé depuis pratiquement 1945, le franc CFA. Donc, en fait, l'urgence, c'est que vous cherchez un endroit pour combler votre déficit budgétaire. En Afrique, on dit non, c'est bon, ça suffit. Akolila, comme on dit en Bassa, Akolila, c'est trop, vous avez assez volé, les gars. Donc, maintenant, vous avez une urgence. Les prix à la pompe grimpent. Les coupures de courant se multiplient, les délestages se multiplient. L'absence de budget est là. La note de crédit de la France dégringole. C'est ça votre urgence. C'est pas Bazoum. Bazoum peut crever, vous vous en fichez complètement de Bazoum. Si vous aimiez Bazoum, ben, les 1500 militaires français qui étaient à la base 101 de Niamey auraient sacrifié leur vie pour le libérer. Oui, c'est ça l'amour. Hein? Mais pourquoi ils ont décampé? Parce qu'il valait mieux qu'ils vivassent. Il aurait mieux valu qu'ils vivassent que de mourir pour Bazoum. Donc ils savent que c'était un valet. Oui, il y avait quand même 1500 soldats français environ en Niamey. Quand l'ordre leur a été donné de monter leur nuque, ils n'ont pas cherché Bazoum. Ils ont tenté de chercher Bazoum, hein. Ils ont tenté des opérations un peu incongrues, des opérations à la Bob de Nard, des opérations style 20e siècle, années 60-50. Le général Tiani et ses compagnons ont neutralisé tout ça. Moi, j'ai visité la célèbre base 101 qui jouxte l'aéroport de Niamey. Et j'ai vu l'emplacement où les soldats français étaient logés. Et en écoutant les responsables du pays, j'ai compris qu'ils étaient encerclés en fait. En fait, les soldats français étaient encerclés à Niamey. Il était impossible pour eux d'envisager une action militaire sans se suicider. Donc quand le couloir leur a été donné pour sortir, ils sont sortis à la queue leu-leu, sagement. Parce que l'armée nigérienne, l'armée nigérienne que vous voyez là, ce n'est pas des enfants de cœur. Hein. Moi, je les appelle des coupeurs de pines. Hein. Quand Alassane Dramane Ouattara a fait le fou, il a dit qu'il allait envoyer 850 militaires à 1100 militaires pour attaquer le Niger. Mais il y a des militaires nigériens qui ont supplié le président Tiani de laisser les 850 là venir. Laissez-les venir. Avec un projet tout simple. Hein. Circoncision à zéro. Mais à zéro, c'est-à-dire qu'on a enlevé le prépuce, vous n'avez pas compris. On enlève tout. On laisse les noyaux, vous rentrez avec. Oui! Quand vous voyez les petits enfants dans les rues de Côte d'Ivoire, là, en train de courir, quand le coupeur de pin passe, dans les années 80-90, on l'appelle Atike. Mais le coupeur de pin, là, en Afrique de l'Ouest, c'est souvent un Nigérien. Hein. C'est-à-dire que si Ouattara avait envoyé un commando, son soi-disant commando, ou son bataillon de machin là au Niger, voilà, personne ne rentrait garçon. Personne ne rentrait garçon. Non, non, non. Ils n'allaient même pas les tuer tous. Hein. Ils les renvoyaient seulement par garçon. On te fait pas garçon, on te renvoie. Pas garçon, on te renvoie. Tu t'en vas voir Ouattara pour lui dire j'ai perdu l'arbre et les deux noix au Niger. Voilà. Donc l'armée française s'est retirée du Niger parce qu'elle ne pouvait pas combattre pour libérer Bazoum. Elle voulait, mais elle ne pouvait pas. Il faut bien comprendre, hein, elle aurait bien voulu, mais elle n'a pas pu. Mais vous avez vu, là où elle peut, elle bombarde sans pitié. Regardez comment ils ont pris un plaisir fou à bombarder l'armée béninoise. Regardez comment ils ont pris un plaisir fou à bombarder l'armée ivoirienne qui n'avait même pas une batterie sol-air. Ils avaient veillé à dépouiller l'armée ivoirienne de tout son matériel de combat sol-air. À vaincre sans péril, ils ont souvent triomphé sans gloire comme ça. Ils commencent d'abord par te désarmer, ils t'attachent les mains au dos, et ensuite ils t'agressent et ils disent qu'ils sont puissants. Allez faire votre malin sur l'Iran. L'Iran, ça froulaille. Si vous saviez à quel point le Sud global est en exultation, quand ils voient comment l'Iran corrige les agresseurs, c'est-à-dire que les Africains sont assis comme ça en disant « Seigneur, il va falloir que nous nous mettions à l'école de l'Iran. » Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est la seule solution avec ces gens. On explique, ils ne comprennent pas. On commente, ils ne comprennent pas. On disserte, ils ne comprennent pas. On décortique, ils ne comprennent pas. On image, ils ne comprennent pas. On métaphorise, ils ne comprennent pas. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut leur infliger des corrections partout où ils viennent avec la prétention d'être les plus forts. Ça, comme le disait Frantz Fanon, eh bien la liberté du colonisé naît du cadavre en décomposition du colon. Ils adorent les corrections. Et là, ils sont en train d'en prendre une au Moyen-Orient. Et elle a des répercussions énormes dans toute l'Europe. Tous les gars sont assis comme ça, ils disent, en fait, l'Iran est plus puissant que tous les pays européens. Ah oui, ils viennent de comprendre que l'Iran est une plus grande puissance. Il n'y a pas un pays européen qui soit une plus grande puissance militaire que l'Iran.
Vous voyez, le Royaume-Uni, il était assis là, il pensait que sur les flancs de l'Europe, même l'Allemagne ou la France se disaient première puissance devant l'Iran. L'Iran est là, il y a 14 pays autour de lui. Tout le monde se met à supplier l'Iran. Donald Trump est en train de demander le cessez-le-feu. Quand il demande le cessez-le-feu, c'est que c'est chaud sur lui. Donc je retourne à Niamey avec M. Gomar qui nous donne vraiment une occasion extraordinaire de filer une correction aux néocolonialistes. Qu'est-ce qu'il raconte? Ils ne sont pas partis parce qu'ils voulaient. Ils sont partis parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Même l'ambassadeur de France à Niamey, Sylvain Ité, il est parti parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Il s'est cherché. Il n'a pas cherché ses... Mais dis donc, mais comment? Ité s'est cherché en rasant les murs. Il est sorti furtivement comme une souris du Niger. Après avoir juré ses grands dieux qui ne bougeraient pas. Après la bravade de son patron Macron. Il était couru. Il courut à s'en briser les jambes. Oui! Et ils n'ont pas couru comme ça par hasard. L'armée nigérienne est très aguerrie. Ce ne sont pas des enfants de cœur. Ils avaient encerclé la base française. Si l'armée française envisageait une action pour libérer Bazoum, elle y serait restée. Ah oui, oui, oui. Et Bazoum n'en serait pas sorti vivant. C'est très clair. Et c'est après avoir fait tous leurs calculs et tous leurs plans, et s'être rendu compte que ce n'était pas possible, qu'ils se sont cassés pour se repositionner au Tchad, repositionner en Côte d'Ivoire, repositionner au Bénin, repositionner au Nigeria, repositionner en Algérie, et en Mauritanie et consorts. Voilà la vérité. Bon. Goma. Merci beaucoup, cher collègue. Muriel Laurent. Voilà une autre qui arrive. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues. Le coup d'État et l'arrestation du président Bazoum ont marqué un basculement dans l'histoire du Niger. on est dans un... C'est le Parlement de l'Union européenne. Le basculement dans l'histoire du Niger, madame, ça vous concerne encore? Mais le basculement dans l'histoire européenne, les Nigériens s'en mêlent? Est-ce que les Nigériens discutent des problèmes budgétaires de la Belgique, de la France, de l'Allemagne, tout ça? Votre problème dedans, c'est quoi? C'est-à-dire que vous parlez de quoi? De quel droit vous parlez de ça? Moi, qui suis citoyen français, on me traque pour une soi-disant ingérence. Parce que je critique la politique africaine de la France. Mais vous n'êtes pas nigérien. Et le Parlement de l'Union européenne n'est pas compétent pour les affaires nigériennes. Vous savez, moi j'ai introduit une pétition au Parlement de l'Union européenne. Dans cette pétition, je demandais qu'on examine les accusations formulées par le Mali, le Burkina Faso et le Niger contre la France pour soutien, financement, armement du terrorisme. C'est ce que je demandais dans cette pétition. Vous savez, la réponse de l'Union européenne à la pétition que j'ai introduite, l'Union européenne a répondu que c'est irrecevable. Pourquoi? Parce que cela ne relève pas des compétences de l'Union européenne. Je vous relate des faits, je vous donnerai les documents. J'ai introduit en tant que citoyen européen, citoyen français donc citoyen européen, j'ai introduit une pétition auprès de l'Union européenne demandant qu'une commission se réunisse pour examiner les accusations formulées par le Mali, le Burkina Faso et le Niger contre la France à propos du terrorisme. L'Union européenne a dit que cette pétition était irrecevable, au motif que les actes terroristes que la France peut poser en Afrique ne font pas partie du champ de compétences de l'Union européenne. À supposer même que la France ait posé des actes terroristes, eh bien en Afrique, cela n'appartient pas au domaine de compétences de l'Union européenne. Voilà la réponse que l'Union européenne a faite. Mais comment l'Union européenne, qui refuse d'être compétente pour juger des accusations de terrorisme formulées contre l'un de ses pays membres, la France, comment est-elle compétente pour se mêler des problèmes de politique intérieure d'un pays africain non membre de l'Union européenne? Est-ce que vous mesurez le degré de mépris que ces Occidentaux ont pour l'Afrique et pour les Africains? Et cela par la faute de nous-mêmes, Africains. Est-ce que vous savez que c'est à cause d'incongrus individus, de valets sans colonne vertébrale, comme Mohamed Bazoum, que l'Union européenne peut manquer de respect au Niger? C'est parce que des hommes comme Mohamed Bazoum, comme Hassoumi Massaoudou, des hommes comme Abou Tarka, ont habitué l'élite française à considérer que les Nigériens étaient à leur merci, que ces gens-là peuvent s'asseoir à l'Union européenne et parler ainsi du Niger. Si le Niger s'était respecté, avec des hommes comme Abdourahmane Tiani, depuis très longtemps, il n'y aurait pas de réunion incongrue comme ça à l'Union européenne. Ils n'oseraient même pas en parler. Ils en parlent parce qu'il y a des Nigériens qui leur ont donné le pouvoir de le faire et qui n'ont aucun pouvoir pour parler des affaires françaises, y compris quand ils sont citoyens français, comme moi. Parce qu'en fait, Macron, il me pourchasse parce que je parle des affaires françaises. Et je suis citoyen français depuis 2002. C'est-à-dire que j'ai deux titres auxquels je peux parler des affaires françaises. D'abord, en tant qu'intellectuel, je suis libre d'aborder le sujet que je veux. Je ne suis pas une institution politique. Et deuxièmement,
en tant que citoyen français, quand même, je peux critiquer la politique africaine de mon pays adoptif. Moi, j'ai le droit d'en parler. Moi, on m'accuse d'ingérence. Eux, ils n'ont pas le droit d'en parler. Ils font de l'ingérence et personne ne les accuse. Est-ce que vous imaginez à quel point ces gens-là accumulent la colère des Africains cultivés, des Africains vigilants et conscients? Écoutez cette dame, elle aussi vient nous apprendre comment on doit vivre au Niger. Elle qui n'a même pas la capacité de se faire respecter en France. La population nigérienne, l'une des plus pauvres du monde, fait... Menteuse, menteuse, misérable menteuse. La population nigérienne n'est pas l'une des plus pauvres du monde. La population nigérienne est plutôt l'une des plus appauvries du monde par les néocolonialistes français et leurs acolytes, les despotes nègres. Réécrivez ça. On continue. Aujourd'hui à une insécurité croissante. Cette insécurité a été organisée par l'OTAN. Et parmi les pays de l'OTAN qui ont organisé l'invasion de la Libye, la destruction de la Libye et l'invasion du Sahel, on compte éminemment la France. Le président Macron l'a reconnu. Taisez-vous, madame. Taisez-vous. Taisez-vous. Vous ne maîtrisez pas le dossier. Des millions de personnes sont déplacées et dépendent de l'aide humanitaire. Vous ne parlez pas des millions de personnes qui ont été esclavagisées à Nantes, à Bordeaux, au Havre, et grâce auxquelles vous êtes riches aujourd'hui. Vous ne parlez pas du million de personnes qui ont été massacrées par les crimes coloniaux, grâce auxquels vous êtes riches aujourd'hui. Vous ne parlez pas des millions de personnes qui ont été appauvries par les accords de défense et de sécurité iniques que vous avez signés avec les valets de la France-Afrique. Vous n'êtes pas, par conséquent, digne de parler de quelques millions de personnes que ce soit au Niger. Personne de sérieux ne vous croit. Vous parlez en l'air. Pour survivre. Dans ce contexte, la décision de la junte de dissoudre massivement... Madame, à la tête de la France, il y a une junte. Quand vous parlez de junte, commencez par reconnaître d'abord la junte française. Car Macron n'a plus de légitimité démocratique, si jamais il en a eu une. Par ailleurs, la 5e République a été fondée par un chef rebelle, un putschiste, un chef de junte, le général de Gaulle. C'est strictement vrai. Vous pouvez aller vérifier. Les ONG et d'expulser les organisations internationales. Et par les ONG, dans la plupart de ces pays, pendant longtemps, ont été des lieux où se cachent les espions. Les agents des renseignements généraux français, les renseignements généraux occidentaux ont souvent été déguisés en agents des ONG pour infiltrer l'Afrique, renseigner les puissances néocolonialistes et nuire à la paix, à la sécurité, à la stabilité du continent. Voilà pourquoi un toilettage est en train de se faire dans toutes les ONG, qui sont en réalité le refuge des barbouzes maquillés et déguisés. Dramatique. Soyons clairs, la junte ne pourra pas remplacer ces acteurs humanitaires. Il est urgent de leur permettre... La République du Niger ne veut remplacer aucun acteur humanitaire. Ils sont partis à Banapé-Oupé, Gassi, Amiens, c'est fini. Ils sont partis, on ne les remplace pas. Mais pourquoi voulez-vous qu'on remplace des gens nuisibles? Pour les remplacer, il faudrait trouver d'autres nuisibles. On ne veut pas de nuisance. Ils sont partis, ils sont partis. La nature africaine a horreur de la présence des nuisibles. Hein? On les écarte comme on écarte les moustiques qui viennent déranger le direct. De reprendre leur mission vitale. Mais l'urgence... Quelle mission vitale? Vous avez conçu que le Niger allait vivre de votre humanitarisme, de votre pitié. Le président Tiani et ses compagnons sont arrivés pour dire c'est fini. On ne veut plus votre pitié. N'ayez pas pitié de nous. Foutez le camp. N'ayez pas pitié de nous. Laissez notre uranium tranquille. Laissez notre pétrole tranquille. Laissez notre or tranquille. Allez chez vous. Allez avec votre pitié. On n'en veut plus. C'est tout ce que le président Tiani a dit. Il a rappelé que dans les années 40, c'est le Niger qui aidait la France à vivre. Le Niger a aidé la France à vivre. Le Niger a volé au secours de la France qui sortait de la guerre. Le président Tiani vous a rafraîchi la mémoire. On n'a plus besoin d'ONG pour que le Niger vive. Les ONG, le Niger peut s'en passer. L'Afrique peut se passer de toutes les ONG. Oui, on peut s'en passer. Si les Africains peuvent exercer pleinement leur souveraineté, ils n'ont pas besoin d'ONG pour vivre. Le misérabilisme et l'humanitarisme sont des caches-sexes du néocolonialisme et de l'impérialisme. Une seconde fois. Le misérabilisme et l'humanitarisme sont les caches-sexes du néocolonialisme et de l'impérialisme. Voilà pourquoi la plupart des ONG sont en réalité des officines déguisées de la domination. Écrivez ça. J'ai dit bien la plupart. Je n'ai pas dit toutes. C'est aussi politique. Sans un retour immédiat à l'état de droit, il n'y aura ni paix... Des notions creuses et vagues. Vous parlez d'état de droit. Vous avez un président qui gouverne avec le 49-3. Vous avez un président qui réunit 2 ministres, qui prend un arrêté contre un intellectuel pour lui prendre ses biens. Vous n'en parlez pas. C'est des affaires du Niger que vous parlez. Oh, misérable état de droit. Ni développement. La société civile doit pouvoir agir librement pour préparer une transition démocratique. La société civile africaine n'a pas besoin de vous. Occupez-vous de vos propres problèmes. Vous avez perdu toutes vos libertés, partout en Europe.
Occupez-vous de vos propres problèmes. On vous entraîne dans une guerre contre la Russie. On vous entraîne dans une guerre contre l'Iran. Vous n'êtes même pas capable d'empêcher vos tyrans de vous entraîner à l'abattoir. Vous vous inquiétez des sociétés civiles africaines qui vous demandent juste de leur foutre la paix. Est-ce que vous comprenez? Foutez-leur la paix. Pratique rapide et crédible. Enfin, tous les prisonniers politiques doivent être libérés, y compris Mohamed Bazoum, car sans liberté fondamentale, sans respect de l'état de... C'est pas votre affaire. Il sera libéré quand la justice nigérienne estimera que le temps a sonné. C'est pas votre affaire. Occupez-vous des prisonniers politiques en Europe, notamment les salariés que vous ponctionnez à mort par des hausses d'impôts abusives. Les salariés qui ne peuvent plus acheter le carburant à la pompe. Ce sont des prisonniers politiques. À travers l'étranglement fiscal, à travers l'étranglement des prix, mais les Français, les Européens sont des prisonniers politiques. On leur crée des conditions économiques de nature à les entretenir dans la prison du crédit, la prison du fisc, la prison de la surveillance, la prison de la vaccination au forceps, etc. Mais les véritables prisonniers sont les peuples moutonisés européens qui sont dirigés par une élite corrompue dont ils sont de moins en moins capables de se débarrasser. Ils se contentent de subir leur vie en regardant BFM TV et LCI le soir. Et ils croient vraiment qu'ils sont libres. On croit aussi qu'on est libre. Quand on est dans un troupeau de moutons bien épais et qu'on marche en suivant la bête chef, alors que la bête chef va elle-même vers le précipice. Il ne peut y avoir de stabilité durable pour le peuple nigérien. Le temps presse, le monde ne peut rester silencieux. Non, madame, le temps presse pour vous parce que vous avez 3 000 milliards de déficit. Le temps presse pour vous parce que le prix du carburant à la pompe est en train de grimper. Le temps presse pour vous parce que les gilets jaunes arrivent encore. Le temps presse pour vous parce que les agriculteurs vont dézinguer l'oligarchie criminelle qui tient l'Europe en otage. Le temps presse pour vous parce que bientôt vos soi-disant institutions démocratiques vont être jetées par terre par les peuples en colère. Le temps presse pour vous. Vous avez la montre, l'Afrique a le temps. Ça fait 600 ans que l'Afrique vous subissait. L'Afrique a survécu, elle est hyper résiliente. Donc c'est urgent pour vous. Mais ici en Afrique, la décision est irréversible. L'urgence en Afrique, c'est la souveraineté. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que vous n'ayez plus rien à dire dans les affaires africaines. Voilà l'urgence. Voilà l'urgence. Que vous n'ayez plus rien à dire dans les affaires africaines. C'est cela l'urgence. Est-ce que vous comprenez? Il faut que vous réussissiez à comprendre cela. Continuons. Merci beaucoup.